Son Altesse royale duchesse de Cambridge a donné naissance sans complication à une fille à 8h34. Le nouveau-né pèse 8 livres et 3 onces, qui fait 3,7 kg. La princesse royale et son enfant se portent bien. C'est donc par ce communiqué que la monarchie britannique a annoncé ce matin la naissance d'une nouvelle princesse qui sera 4e dans l'ordre de succession au trône. Information aussitôt reprise évidemment par un crieur royal aux habits moyenâgeux sang et or, coiffé d'un chapeau et d'une plume d'Autriche et muni d'une cloche. Et c'est l'occasion de se demander si la monarchie reste un système adapté à l'Europe contemporaine ou peut-être si c'est un système qui est plus adapté que ne l'est le système républicain, sachant qu'il y a tout de même, et ça je vais vous le montrer, 10 monarchies actuellement en Europe. Regardez la carte des monarchies. Tous ces pays-là sont dirigés par des monarchies, le Royaume-Uni, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, le Royaume d'Espagne, le Grand-Duché du Luxembourg, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Suède, auquel il faut ajouter d'ailleurs 2 monarchies qui ne sont pas héréditaires. L'une, c'est le Vatican, le pape est roi du Vatican, et la Principauté d'Andorre. J'ai avec moi Éric Rossan, qui est responsable de l'action militante à l'Alliance Royale, qui est le parti monarchiste en France. Bonsoir à vous. Bonjour. Et François Asselineau, qui est un républicain, président de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Éric Rossan, et on va partir de là, je voudrais que vous nous expliquiez en quoi vous pensez que la monarchie serait utile à la France. La France de 2015, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. On n'est pas du tout dans une vision rétrograde, une restauration et un retour aux mœurs anciens ou à une société qui n'a plus lieu d'être. C'est simplement, comme vous le dites vous-même, la monarchie n'est pas un état du passé. C'est un état d'aujourd'hui. De nombreuses démocraties européennes sont des monarchies héréditaires. Et ma foi, je ne pense pas que les citoyens de ces pays aient plus à souffrir de leurs conditions. Bon, ils ont les mêmes soucis que nous, en final. Mais ils sont peut-être pas dans les mêmes problématiques. Alors, avantage de la monarchie par rapport aux problématiques contemporaines? Une grosse, pour moi, déjà, une certaine stabilité. Dans durée. La durée, vous en parliez tout à l'heure avec les intervenants précédents. Le fait que la reine était là depuis longtemps, qu'elle avait eu sa part plus qu'active dans la politique de la Grande-Bretagne, et qu'elle avait croisé pas mal de chefs d'État tout au long de son règne. Quand on parle de Khrouchtchev, c'est vrai que c'est pas hier. Elle a connu Khrouchtchev. Voilà. Elle a connu Churchill. Elle a connu Nixon, tous les présidents américains depuis maintenant bien longtemps. Je suis sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas Khrouchtchev et Nixon. Et la reine d'Angleterre les a connus. Et donc, il y a une espèce de continuité. Sans trop d'à-coups, j'ai tendance à penser que la fin de l'Empire britannique s'est mieux passée que la fin de la décolonisation, vous voulez dire? La décolonisation, tout à fait. Par exemple, il y a eu une fluidité que nous n'avons malheureusement pas connue, nous, en France. Et je pense que, avant de tout rejeter en bloc, de se poser la question, nous sommes nés dans un système. Nous sommes tous nés dans le système républicain. Mais il n'est pas le seul. Qu'est-ce que vous répondez à ça, François Asselineau? Écoutez, aujourd'hui, évidemment, on a affaire à un événement heureux, on a affaire à un jeune couple qui a un petit bébé qui pourrait être contre. Le problème, c'est que... La stabilité, l'argument de la stabilité. Oui, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Finalement, tout le monde s'en fiche un peu que la reine d'Angleterre est connue... Nixon et Winston Churchill. Voilà, quel est l'intérêt? Ça n'a finalement une très grande importance. Ce qu'il faut insister quand même, ce sur quoi il faut insister, c'est que ce n'est pas un régime qui est forcément très sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez pourquoi la reine d'Angleterre, elle est reine d'Angleterre? Non. Mais c'est parce qu'elle est la fille de son père. Non, c'est parce que, officiellement, c'est parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Nous avons, à l'intérieur de l'Union européenne, vous avez montré tout à l'heure, il y a 10 monarchies en Europe, il y en a 7 à l'intérieur de l'Union européenne. Sur ces 7 monarchies, il y en a 6 qui sont de droit divin. Il n'y en a qu'une seule, c'est la monarchie belge, qui est une monarchie qui reconnaît la souveraineté populaire. D'ailleurs, on dit le roi des Belges et non pas le roi de Belgique. Mais donc ça veut dire que la reine d'Angleterre, elle est reine d'Angleterre de droit divin, c'est parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et vous savez qu'en Angleterre, eh bien, nos voisins d'outre-Manche naissent inégaux.
vous avez une aristocratie en Angleterre, une aristocratie par exemple qui est maîtresse des terres. Vous savez qu'il y a 69% des terres en Angleterre qui sont détenues par 0,6% de la population. Vous savez par exemple qu'il y a une chambre qui s'appelle la Chambre des Lords, qui est un peu l'équivalent du Sénat français, qui peut proposer des lois, qui peut également modifier des lois. Alors, qui est composé d'aristocrates ou d'anoblis. Alors, qui est composé de 92 lords héréditaires. C'est un peu sur le déclin, puisqu'il y a des lois qui ont été passées. Et le reste, il y en a à peu près 700 qui ont été nommés à vie par le souverain. Par exemple, il y avait une commissaire européenne qui s'appelait Catherine Ashton. Elle était travailliste, elle est devenue la baronne Ashton of Upperland. Alors, imaginez un petit peu la même chose en France. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que nous ayons un roi qui décide d'anoblir Nadine Morano, qui deviendrait baronne de Nancy, ou bien Monsieur Cahuzac, qui deviendrait marquis de Villeneuve-sur-Lot. Est-ce que vous trouvez ça... Vous avez des arguments renversants. Ben, ce sont des arguments réels. C'est important de comprendre ça. C'est que la monarchie britannique, en Angleterre, les gens ne naissent pas égaux. Dans votre esprit, la monarchie est forcément de droit divin? Ça, c'est un débat qui peut avoir lieu au sein des royalistes français. Après, ça dépend quelle est leur foi. Et à la fin du débat, qu'est-ce qui se dit? Pour l'instant, pas grand-chose, pour la bonne raison que l'Alliance royale en tant que telle, la monarchie française, les royalistes sont quand même relativement peu nombreux. C'est une idée qui fait son chemin. On n'en est pas encore à se poser la question. Mais si on est catholique, par définition, c'est vrai que la question est déjà plus ou moins tranchée. Maintenant, donc pour vous, une monarchie en France serait forcément catholique. Ce qui nuit à votre projet, parce que l'idée que des gens assurent une forme de continuité dans ce pays, peut-être que ça peut séduire, mais si elle est de droit divin, personne ne peut vous suivre. Je ne sais pas si les Français ne peuvent pas nous suivre sur cette idée-là. La question ne se pose pas, on ne la pose pas en ces termes. Moi, je sais que la monarchie française a été de droit divin jusqu'à notre dernier roi, qui ne l'était plus, si je ne m'abuse. Le roi Louis-Philippe n'était pas de droit divin, puisqu'il était roi des Français. Il y a un débat au sein du mouvement royaliste à ce sujet. Bon, actuellement, ce n'est pas vraiment la priorité première. La question est de savoir simplement si le fait que nous vivions en République est un état de fait, éternel, obligatoire, et que toute personne qui n'est pas d'accord est forcément ou dans l'erreur, ou pire, dans la subversion. Est-ce que, monsieur Asselineau, vous admettez que la Ve République et le passage au quinquennat, peut-être encore plus, ont accéléré le rythme du changement politique, au point que le président de la République met les mains dans le cambouis et ne peut plus être la sorte de sage que peut-être il était avant, avec les réserves de circonstances. Il n'est pas certain qu'on ait considéré Giscard d'Estaing comme un sage, ou même Chirac comme un sage pour son premier mandat. Incontestablement, ce qu'avait voulu faire Charles de Gaulle, il avait voulu trouver un équilibre entre une tradition monarchique française qui est durable, c'est vrai, mon interlocuteur a raison. Le baptême de Clovis, c'est 496, et les Capétiens, l'arrivée du Capet au pouvoir, c'est en 987. Donc, on peut dire qu'il y a eu à peu près 800 ans entre Hugues Capet et la proclamation de la République en 1792. Mais nous avons eu ensuite, à peu près 223 ans se sont écoulés depuis 1792. Donc, il y a deux traditions en France. Il y a une tradition monarchique, il y a une tradition républicaine. Ce qu'avait voulu faire de Gaulle, c'était essayer de marier l'une avec l'autre, puisque ce que veulent les Français, en fait, pourquoi est-ce que les Français sont attirés par ces fastes? Les Français, ils veulent un État qui soit un État digne. Ils veulent un État qui fasse preuve d'autorité. Et donc, et de sagesse, peut-être. Et de sagesse. Donc là, on nous montre la reine Elisabeth II qui a fait preuve de dignité. Je crois effectivement qu'on peut dire que la reine Elisabeth II est plus digne que ne l'ont été, par exemple, messieurs Sarkozy ou que l'est monsieur Hollande quand il prend sa mobilette, n'est-ce pas, pour aller voir Julie Gaillet. Bien. Mais nous avons d'autres monarchies où les choses ne se passent pas comme ça. Parlons par exemple de ce qui se passe en Espagne, où le roi Juan Carlos a été obligé d'abdiquer dans des conditions peu reluisantes, où de surcroît l'infante, c'est-à-dire la fille du roi Christina, elle est actuellement inculpée, poursuivie pour fraude fiscale. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a
quel que soit le régime, vous avez des grands rois et des mauvais rois. En France, on a eu des grands rois. On a eu Saint-Louis, on a eu Henri IV, on a eu Louis XII, on a eu Louis XIV dans les débuts, et puis on a eu des mauvais rois. On a eu par exemple Charles VI, ou on a eu Louis XV. Eh bien, on a eu des bons présidents de la République, des grands présidents de la République, comme Charles de Gaulle, et puis on a des mauvais présidents de la République. Suivez mon regard. La question qui se pose, c'est pas celle-là. La question qui se pose, c'est pas celle-là. C'est en réalité, qu'est-ce qui intéresse les Français? C'est le chômage. Qu'est-ce qui intéresse les Français? C'est le maintien de la paix. C'est le maintien de la paix avec le reste du monde. Alors, Éric Rossand, qu'est-ce que la monarchie peut apporter, par exemple, à la situation du chômage en France? Là, à brûle pour point, de façon très franchement, si demain on rétablissait la monarchie, il est évident que l'héritage... Mais il y aurait un gouvernement. Oui, bien sûr, il y aurait un gouvernement. Bon. Il y aurait un gouvernement. De toute façon, je pense que si un roi arrivait, tout d'un coup, nous aurions beaucoup de républicains qui voudraient... qui deviendraient royalistes. Ça, c'est dans les hauts fonctionnaires, dans la grande administration, les gens servent l'État. Le roi reviendrait, il aurait un gouvernement. C'est une évidence totale. L'État, de toute façon, est légitimiste. L'État sert le pouvoir que les Français ont décidé d'avoir. Bon, vous êtes démocrate. Nous nous présentons aux élections. Démocrate. Bien sûr, comme nous sommes en Europe, nous nous présentons aux élections avec nos moyens, qui sont ce qu'ils sont. Quand on n'est pas un grand parti, il est évident que le problème numéro 1, c'est l'argent. Bon, en même temps, on n'a pas de problème, on n'a pas de souci en justice, donc c'est peut-être aussi un équivalent. Mais c'est la démocratie, le vote populaire. Maintenant, si un roi est élu, est désigné, est choisi, quel que soit le protocole, les rois ont été choisis de toute façon par le pouvoir de leur temps. Hugues Capet a été choisi par ses pairs. Aujourd'hui, ce seront d'autres systèmes qui sont peut-être à définir, mais le roi pas forcément héréditaire. À partir du moment où une monarchie est rétablie, c'est une monarchie. Elle peut être héréditaire. C'est ça la continuité. S'il faut que vous avez tout de suite 200 ou 300 personnes qui décident d'être roi à la place du roi, c'est notre souci. Ça ne vous trouble pas, François Asselineau, que quelques grands pays de référence de l'Europe, que sont la Suède, la Norvège et le Danemark, qu'on porte toujours en modèle d'équilibre, soient des monarchies? Non, ça ne me trouble pas, parce que à chacun ses traditions. À chacun ses traditions. Je voudrais d'ailleurs insister sur un point. J'entends parfois des gens qui disent que tout ce qui arrive en ce moment mal à la France est dû à la République. Nous, ça n'est pas du tout notre analyse. Nous, c'est le fait que l'ensemble du pouvoir des Français a été capté par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN à Washington. Donc, moi je dis, mais regardez ce qui se passe en Espagne. La situation de l'Espagne est catastrophique, alors que c'est une monarchie dirigée par les Bourbons d'Espagne. La situation en Belgique n'est pas brillante. D'ailleurs, le roi des Belges, quand il prend ses fonctions, il doit prêter serment, il doit jurer de préserver la souveraineté et l'indépendance de la Belgique et du peuple belge. Je suis désolé, le roi des Belges a en fait, et par jure, a trahi son. Allez, on va pas vous mettre d'accord, parce que c'était bien intéressant de vous entendre tous les deux. Merci beaucoup, Éric Rossand. Merci François Asselineau. J'espère que ça vous a intéressé. Twitter pour réagir si vous le souhaitez.